Amis futurs rentiers, amis futurs rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation, tu te rappelles maintenant, à te rendre libre financièrement. Je souhaitais te faire un petit récap, si tu veux, de certains points importants sur lesquels il te faut être particulièrement vigilant. Et je souhaitais également te partager un petit peu mon expérience personnelle et mon petit conseil sur la proposition de prix que tu pourras effectuer à ton gentil vendeur. Donc tu te rappelles déjà qu'au stade de cette vidéo, point 1, tu as toujours les 2 ou 3 biens en ligne de mire qui valident tes critères qu'on a vus précédemment ensemble, que ce soit au niveau de la présélection de ton bien et de la visite de ton bien, et surtout que ces biens-là, ils sont bel et bien rentables financièrement. Car bon sang, si on veut devenir rentier, c'est pas en investissant dans des biens qui ne le sont pas. Point 2, tu as réussi à obtenir, parce que tu es un champion ou une championne, les meilleures propositions de ton banquier pour les fameux biens en question. Et point 3, tu as compris qu'il te fallait bien calculer le montant d'imposition que tu allais payer suivant ta situation fiscale et les revenus locatifs que tu allais tirer de tes prochains projets. Bien que l'on ait vu la vidéo précédente, je te délivre mon cas personnel pour te rappeler la vraie question à se poser face à un tel cas. Mon cas personnel, revenu imposable d'environ 40 000 € par an, ce qui me donne la chance d'être dans la tranche d'imposition de 30%. Je te mets le gentil barème des impôts à côté, histoire que tu puisses savoir où tu te situes. Deuxième point, je te rappelle que je n'investis que dans des biens déjà loués, meublés et sans travaux. Oui, j'aime pas me faire chier. Point 3, j'ai des revenus locatifs de 22 000 € par an. Et donc, tu as compris au travers de la vidéo de la dernière fois, si j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec des papiers, avec un comptable, avec du suivi administratif, le plus simple et avantageux, c'est ce que l'on appelle le loueur meublé non professionnel au forfait. On parle aussi du loueur meublé non professionnel au micro BIC. Et dans ce cas-là, l'administration fiscale, toute gentille qu'elle est, te donne le droit de déduire 50% de ces fameux revenus locatifs. Ça me fait quoi, moi? 22 000 € de revenus locatifs, j'en enlève 50%, il m'en reste donc 50%, bravo. Ce qui me fait 11 000 € qui seront imposés à 30%, car c'est mon barème, soit 3 300 € à payer aux impôts. Une fois que tu as fait ce petit calcul-là, la seule vraie question à te poser, c'est est-ce que tu es en capacité de trouver un comptable qui te prendra moins cher? La réponse est oui pour moi, et c'était déjà le cas, si tu veux, au démarrage pour l'achat de mon premier bien locatif. Donc si on fait un petit comparatif suivant le cas, donc d'un côté, j'ai mon loueur meublé non professionnel au forfait, au micro BIC, et là, je n'ai qu'une imposition à payer pour un total de 3 300 € par an. De l'autre côté, j'ai mon imposition au loueur meublé non professionnel au réel simplifié, qui là sera de 0 €. Oui, car la magie des dotations aux amortissements est incroyable. Et dessous, j'aurai par contre, en contrepartie, les charges de mon comptable à payer pour ce fameux statut. Et donc là, très exactement, j'ai payé 1 020 € pour cette année. Donc tu vois qu'entre 1 020 € et 3 300 €, mon choix est tout simplement vite fait. Donc je suis, tu as compris, parti sur le loueur meublé non professionnel au réel simplifié. D'ailleurs, je te l'ai déjà dit, mais je te le rappelle quand même parce que c'est important. En général, si tu fais partie des gens qui sont dans les 30% d'imposition et que tu investis comme moi et que tu as pour projet en plus de les poursuivre, je t'assure que le statut de loueur meublé non professionnel au réel est effectivement une vraie pépite. Et si tu l'as pas vu, je te laisse aller voir quand même dans ma vidéo précédente tout ça. Donc point 3, tu as fait ta simulation d'impôt, tu as compris quel statut il te fallait. Point 4, tu as réussi à verrouiller ta relation avec le ou les vendeurs sur les fameux biens en question, et donc ils sont dans l'attente de ta délicieuse proposition. Donc à ce stade-là, il n'y a qu'une seule chose à faire en préambule, c'est tout simplement contempler un incroyable générique, donc c'est parti, Magnéto Serge. Donc voici les points importants que je souhaitais te partager aujourd'hui. Il n'y a pas d'ordre, c'est dans tous les sens, mais je voulais vraiment que tu les aies en lisibilité, si tu veux. Donc premier point, la proposition. Car oui, tu as tout calculé, tout verrouillé, tout sécurisé. Tu allais revisiter le bien en question si tu avais des doutes, revisiter les alentours, tu as demandé de nouveaux documents si t'as manqué. Tu peux donc à un moment donné franchir le cap et passer à ta première proposition. Félicitations. Déjà, n'aie pas peur pour moi de faire une proposition très basse. Selon déjà le temps que le bien est en vente,
les infos et le ressenti que tu as pu obtenir du vendeur ou du délicat agent immobilier, et surtout de l'état global du bien et du nombre des critères capitaux qu'il a remplis. En effet, comme je te l'ai dit, il y a et il y aura toujours des bonnes affaires dans l'immobilier. Donc même si tu fais une offre basse refusée, tu pourras toujours y revenir dessus. Et même si elle est foutue, c'est pas grave, tu en auras d'autres. Donc à titre perso et en toute transparence, pour te partager mon expérience vécue, donc le premier bien que j'ai acheté, vente proposée à 56 000 balles, proposition à 46 000 balles et achat finalisé à 50 000 balles, 10,7% de baisse. Second bien, vente proposée à 156 000 euros, le fameux immeuble, proposition à 113 000, j'avais peut-être un peu abusé là, et achat finalisé à 136 000. J'avais un peu abusé parce que c'est vrai que ça faisait un moment quand même qu'il était en vente ce truc, plus d'une année, donc je me suis dit bon, ça peut passer. Bon, ça l'était pas, mais tant pis. Et quand même, je l'ai signé du coup à 136 000, donc soit 12,8% de baisse obtenue. Troisième bien, vente proposée à 46 000, proposition à 40 000 et achat finalisé à 40 000 balles, soit 15% de baisse obtenue. Donc je te dirais que 10% de baisse en général est vraiment un minimum, mais qu'il ne faut pas hésiter, en tout cas sur la première proposition, à se lâcher. Et pourquoi? Tout simplement parce que ta proposition peut finalement passer. Et donc ça va bien maximiser ta rentabilité. Et c'est ça qui est cool. Donc n'hésite pas surtout. Point 2, je t'ai dit, je passe du coq à l'âne, la durée de validité du taux du crédit proposé. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que en cette période, les taux ils grimpent relativement vite, car c'est la course, il faut freiner l'inflation. Donc, informe bien ton banquier qu'il pense à te contacter. Surtout si son offre risque rapidement de devenir caduque, car sinon il te faudra refaire une simulation de prêt, en plus à des taux moins intéressants, et surtout ton petit calcul de rentabilité derrière qui s'en trouvera malheureusement impacté. Point 3, les paiements du locataire. Je demande toujours les 3 derniers justificatifs de paiement de la part du locataire. Donc là, en général, les gentils proprios, ils me fournissent les 3 derniers extraits de leur compte afin de me prouver qu'ils ont bien reçu les virements correspondants. En effet, t'as compris, j'ai vraiment pas envie de me taper un mauvais payeur. Et autre point qui a tendance à me donner le sourire, plus le locataire est là depuis longtemps et plus j'ai le sourire car ça laisse supposer qu'il va rester encore longtemps. Et donc ça, c'est bon pour ma rentabilité. Point 4, le choix du comptable. Eh oui, comme pour les banques, c'est tout con, mais je t'invite à faire le tour des cabinets comptables car chacun a son prix et un service associé. Et l'objectif, t'as bien compris, de trouver le bon comptable qui te fera le meilleur prix avec le meilleur service rendu, bien entendu. Et assure-toi d'en prendre un quand même qui a l'habitude de faire du loueur meublé non professionnel au réel, car figure-toi que c'est un peu particulier et il y a tout de même pas mal de petites subtilités à connaître. Rappelle-toi qu'ensuite, il deviendra ton bon Dieu, ton interlocuteur privilégié pour toutes les questions d'ordre fiscal et administratif, je dirais de la constitution de ton entreprise à sa fiscalité. Et tu verras, au quotidien, c'est un vrai confort d'avoir un comptable, puisqu'au moindre petit papier reçu que tu comprends rien, tu lui amènes. Point 5, le seuil du loueur meublé non professionnel au réel simplifié. Oui, rappelle-toi, l'administration fiscale, dans sa grande bonté, te permet de profiter de ce statut-là, mais faut pas déconner non plus jusqu'à une certaine limite. Donc les limites, c'est quoi? Il y a 2 seuils qui sont cumulatifs. Le premier, il n'y a pas plus de 23 000 euros de revenus locatifs par foyer fiscal. Point 2, que ces revenus locatifs n'excèdent pas ton salaire par foyer fiscal. Comme je te l'ai dit, moi, bête et discipliné, je reste sur la ligne de conduite du inférieur à 23 000 euros, car si demain, ma situation elle change, j'ai vraiment pas envie, si tu veux, de subir un changement de statut fiscal à cause d'une baisse de mes revenus. Comme un départ à la retraite, l'envie de passer à 80 ou à 50%, ce genre de choses, quoi. Point 5, la date de création de l'activité de loueur meublé non professionnel. Si tu n'en as pas déjà une, tu vas devoir faire une fameuse déclaration P0I qui pourra être remplie avec ton comptable. Et donc, dans cette fameuse déclaration, tu vas déclarer la date de début de ton activité. Donc pour moi, je t'invite à y être vigilant, mais ton comptable le sera certainement.
Fais attention à que cette date de début d'activité soit égale à la date de signature de l'acte de vente afin de pouvoir impacter tous les délicieux frais notariaux directement en charge de ton statut loueur meublé non professionnel. Car ça, vraiment, ça fait plaisir. Tant que j'y suis, il faudra bien entendu, mais ton comptable le sait, bien cocher naturellement la case réelle simplifiée pour pas faire de conneries. Et une fois ton bien signé, je t'invite à rapidement aller déposer ce document, car tu dois normalement l'avoir fait dans les 15 jours qui suivent la mise en location, et surtout au plus tard, le 31 décembre de l'année qui suit ton acquisition. Pourquoi? Bon, il y a une tolérance jusqu'au 31 janvier de l'année d'après, mais je te dis le 31 décembre, pourquoi? Parce que si tu le déclares trop tard, les charges que tu as eues sur l'année, eh bien, tu pourras plus les déduire. Donc, je te dis n'importe quoi. Si tu as fait 2-3 travaux à la con, si tu as eu les frais notariés, ben, tout ça, tu pourras pas les déduire de ton loueur meublé non professionnel. Et ça fait chier. Même si je t'ai saoulé avec ça, je te rappelle le point 7, le diagnostic DPE. Je te rappelle déjà que moi, le DPE, quand il est supérieur à D, ça me va pas, parce que je trouve que c'est dangereux pour la pérennité de ma mise en location dans les années futures. Puisque oui, l'État français ne veut plus que soit mis à la location ce qu'il appelle les passoires thermiques. Donc il a préparé une gentille réglementation qui vise année après année, en gros, l'année prochaine, je crois que c'est les niveaux G, l'année d'après, etc., etc. Et tout ça, c'est lissé jusqu'en 2035, si je te dis pas des conneries. Voilà, donc fais bien attention à ça, parce que si tu as un bien et que tu peux plus le mettre sur le marché de la location, ça risque d'être compliqué. Point 8, le compromis, car avant la signature de l'acte authentique, ce qu'on appelle, et c'est magnifique, va être signé le compromis. Et à ce moment-là, tu vas apprendre plein de trucs de la signature de ton compromis, comme par exemple le résultat d'autres diagnostics, l'amiante, le plomb, l'électricité, zone sismique, zone inondable, mais également, truc tout con, les servitudes. Je te dis ça pour te rappeler que tu n'es nullement tenu de signer un compromis si tu remarques des absurdités. Je sais qu'un collègue à moi, par exemple, avait appris des servitudes lors de la signature du compromis. Et bien très sincèrement, il a arrêté directo le processus de vente, et à juste titre, considérant tout simplement qu'il n'aurait jamais signé l'achat de ce bien s'il avait eu connaissance de cette fameuse servitude. Donc voilà, en gros ce que je veux te dire, c'est ne te mets pas la pression si tu es chez le notaire ou tout ça, même si des fois ça peut être impressionnant lors de la signature de tes premiers biens, car c'est toi l'acheteur, tu fais ce que tu veux, et donc si tu apprends un truc inadmissible, ne signe pas. Point 9, la clause résolutoire du bail, c'est quoi cette affaire? Eh bien en général, je t'invite à récupérer l'ancien bail et à t'assurer qu'il comporte bien cette petite clause, même si j'en ai à titre personnel qui n'en ont pas, malheureusement, et qui te permet en gros, si tu veux, d'avoir 4 cas possibles pour annuler le fameux contrat et expulser le locataire, même si cela, tu t'en doutes, est très compliqué. En gros, sans cette clause résolutoire, la révocation du bail doit être prononcée, si tu veux, par un tribunal, donc c'est chiant. Tandis qu'avec cette petite clause, le process peut être un petit peu accéléré, un petit peu plus souple, plus rapide donc, pour 4 cas de figure qui sont la résiliation si non-paiement des loyers ou charges, la plupart des cas, la résiliation si non-versement du dépôt de garantie, si non-respect de l'obligation d'usage paisible des lieux et si non-souscription de l'assurance habitation. Assurance habitation que je t'invite à demander, comme je le fais, chaque année à ton locataire pour ta sécurité. Donc je t'invite très fortement, si tu veux, à vérifier si cette petite clause, elle est bien dans ton bail ou sinon à la mettre en tout cas pour l'avenir. Point 10, bail et état des lieux. Comme on est sur le bail, et même si cela, je dirais en général, coule de source, valide bien que le bail est un bail en loueur meublé. Sinon, il te faudra tout simplement absolument en refaire un proprement, parce que sinon ton statut, là, il te sert à rien. Et si cela n'a pas été fait, à l'avenir, quand tu feras l'état des lieux, pense bien à tout noter, idéalement avec photo à l'appui, tant qu'on y est, concernant l'état de ton bien, bien sûr, mais aussi les meubles qui y sont, en détail, et également leur état, afin de t'éviter tout simplement d'éventuels problèmes à la sortie de tes locataires. En gros, t'éviter que ton gentil locataire y parte avec la machine à laver ou la télé sous le coude si tu lui en avais filé une.
Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour, si tu veux, des points importants que je souhaitais te mettre en lisibilité. Je te ferai une dernière vidéo semaine prochaine sur, en gros, la chronologie et les démarches administratives. Donc déclaration P0I, CFE, quelles sont les grandes étapes. Et voilà. Mais comme d'habitude, voici le moment de la petite citation inspirante du jour, signée Marshall Field ce coup-ci. Acheter de l'immobilier n'est pas que le meilleur moyen, le moyen le plus rapide, le moyen le plus sûr, mais également la seule façon de devenir riche. À bon entendeur, salut!